Alors voilà, bah, il est 30. Parfait. Très bien, donc on va démarrer. C'est parti. C'est parti, allez, on y va. Super. Événement digital organisé par Positive Planète. Aujourd'hui, on est ensemble réunis à l'initiative de Positive Planète France et le programme Ose créer ton job pour présenter les différents acteurs engagés dans l'univers de l'emploi et de l'insertion. On va être ensemble pendant 1 heure. Nous allons voir quels sont les différents dispositifs pour nouer du lien, du dialogue, et le tout pour prendre des mesures collégiales. Et chacun sait qu'en ces temps un peu troublés quand même, hein, toutes les initiatives sont les bonnes. Donc, pour être avec moi aujourd'hui pendant 1 heure, je vous présente le plateau. Clara Leclanche, chargée des partenariats financiers Territoire Zéro Chômeur. Vincent Calaman, chargé des partenariats et financements pour Positive Planète. Et vous êtes aussi responsable du programme Ose créer ton job. On reçoit aussi Tristan Hauck, directeur des partenariats et des activités sociales chez AG2R La Mondiale, et vous êtes aussi en charge de l'animation de la coalition Emploi. Nous avons aussi avec nous Déborah Lefebvre, responsable des antennes Positive Planète Hauts-de-France. On a 1 heure ensemble, on va faire connaissance avec vous, chacun à votre tour, et à partir de 11h15, pour ceux qui nous écoutent, on va pouvoir faire un moment de questions-réponses. Alors n'hésitez pas à poser vos questions et on essaiera d'être le plus efficace possible pour répondre au plus de monde possible. Alors on va démarrer avec Clara Leclanche. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bon, super. L'insertion des personnes éloignées du marché de l'emploi est devenue en effet un enjeu prioritaire. On voit bien en ce moment, en plus, avec la crise sanitaire, c'est encore plus primordial. Quel constat initial avez-vous fait pour justement décider cette expérimentation Territoire Zéro Chômeur? Alors, en fait, le projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée, c'est une expérimentation nationale dont le but est de faire de l'emploi un droit pour tous. Et donc, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on le voit vraiment qu'il y a une hausse du nombre de personnes inscrites à Pôle emploi, des reports d'embauche, des réductions d'effectifs, des licenciements. Voilà, on est vraiment dans un climat où l'accès à l'emploi est très difficile. Et donc, le projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée prend son sens. Et prend son sens donc pour les chômeurs de longue durée qui sont en fait une catégorisation Pôle emploi, mais prend son sens aussi pour les personnes oubliées, pour les personnes invisibles qui sont hors radar, qui ne font plus partie des circuits d'identification du chômage en France. Et en fait, c'est à ces personnes-là qu'il faut donner les moyens d'accès à l'emploi. Et donc, dans les constats de base de l'expérimentation, en fait, il y a 3 grands fondamentaux. Qui sont que personne n'est inemployable. C'est à l'emploi de s'adapter aux personnes et non l'inverse. Il y a des compétences, enfin les personnes ont des compétences, ont des envies, des capacités d'apprentissage, la volonté de mener des projets. Donc voilà, ça c'est très fort au principe. Le deuxième principe fondamental est que ce n'est pas le travail qui manque sur les territoires. Il y a des travaux utiles pour la population, il y a des besoins sur des territoires, des besoins qui ne sont pas pourvus mais qui existent. Et pourquoi ils ne sont pas pourvus? Parce qu'ils ne sont pas forcément rémunérateurs, peu ou pas rémunérateurs pour les entreprises locales. Donc voilà, et c'est sur ces besoins qui vont se transformer en services que s'attache le projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Et 3e constat, c'est que ce n'est pas l'argent qui manque, parce qu'en fait, le modèle économique du projet se base sur la réaffectation des coûts de la privation d'emploi, donc la privation des coûts sur, par exemple, le RSA, la CMU, des personnes privées durablement d'emploi, et sur le manque à gagner aussi, enfin, toute la démarche économique qui se remet en place quand les personnes sont réintégrées à l'emploi. Donc voilà, c'est les grands fondamentaux. Et donc, dans le projet, l'emploi n'est plus conçu, enfin, est vraiment conçu comme un produit de première nécessité sociale, et c'est à la société de le produire, ce droit à l'emploi. Et il y a une notion de territorialité que je veux vraiment démontrer et qui est très forte dans le projet, c'est que en fait, c'est à l'échelle locale que le projet peut être porté. Il doit être porté par l'ensemble des composantes de la société dans une gouvernance collective. Donc, sur un territoire, ça va être les habitants, ça va être les pouvoirs publics, ça va être les entreprises, les associations et bien sûr les personnes privées durablement d'emploi. Voilà, c'est ça les grands constats de l'expérimentation.
Alors, en effet, là, on est sur les constats. Et que fait exactement Territoire Zéro Chômeur pour justement être le plus efficace possible après ces constats établis? Oui, voilà. Donc, pour expliquer mon propos, j'ai prévu des petites slides. Donc, je vais vous partager mon écran en même temps. Ça va illustrer. Super. Hop. Ça marche pour l'instant. Ça fonctionne bien. Super. Très bien. OK. Est-ce que je peux venir en... on va le laisser comme ça. Alors, je vais commencer par un historique du projet qui est que, en fait, le projet a été initié en 1995 par Patrick Valentin. Il faudra attendre la loi organique de 2003 pour permettre le droit à l'expérimentation et pour que le projet soit relancé par l'association ATD Quart Monde, qui est l'un des membres fondateurs du projet et qui va être rejoint par d'autres membres fondateurs que vous voyez là, donc Emmaüs, la Fédération des acteurs de la solidarité, le Pacte civique, et voilà. Et il faudra donc attendre qu'il y ait une loi expérimentale en 2016 qui lance l'expérimentation sur 10 territoires pendant 5 ans. Et en 2020, il y a le vote d'une, donc on y est là, il y a eu le vote d'une seconde loi sur le prolongement de l'expérimentation qui donne une habilitation pour 50 nouveaux territoires. Très bien. Voilà, donc je vais maintenant expliquer comment se met en place le projet sur les territoires expérimentaux. Donc, le projet se met en place au travers d'une première phase méthodologique qui est la fabrique du consensus. C'est le moment de la mobilisation des acteurs territoriaux avec les acteurs territoriaux, comme j'ai dit précédemment, c'est les habitants, les entreprises, les pouvoirs publics. Et donc, toutes ces parties prenantes vont se mettre autour de la table pour discuter du projet et le mettre en route. Et en fait, c'est la création du comité local pour l'emploi, qui est un des 2 organes de gouvernance du projet sur le territoire. Deuxième phase, c'est la phase de rencontre des personnes privées durablement d'emploi. Ça va être l'identification de toutes ces personnes, et notamment des personnes hors radar au maximum. Et ça va être le moment de recensement des savoir-faire de ces personnes. Qu'est-ce qu'elles ont envie d'apprendre, et aussi le moment où on va essayer de mobiliser au maximum ces personnes dans le projet. Troisième phase, qui est l'identification des travaux utiles. C'est le comité local pour l'emploi qui va identifier les besoins non satisfaits sur le territoire. Donc, ce se fait au travers d'enquêtes, toujours auprès des parties prenantes, des pouvoirs publics, des entreprises et des habitants. Et dernière phase, qui est l'ouverture d'une ou plusieurs entreprises à but d'emploi. Donc, deuxième organe de gouvernance du projet sur le territoire et structure employeuse des anciennes personnes privées durablement d'emploi devenues salariées. Voilà. Donc, en fait, sur les territoires, pour mener à bien le projet, il y a une recherche de différents objectifs. Un des premiers objectifs, et qui est en fait très, très important, c'est ce qu'on appelle chez nous l'exhaustivité. C'est vraiment qu'un emploi doit être proposé à toutes les personnes privées durablement d'emploi qui sont volontaires à la démarche et qui sont installées depuis plus de 6 mois sur le territoire et au chômage depuis 1 an. Donc ça, c'est vraiment la recherche d'exhaustivité. Ça veut dire qu'on a proposé la démarche à toutes ces personnes et qu'on n'a oublié personne. Oui. Deuxième objectif, qui est l'embauche non sélective. Avec, en fait, il y a un principe de liste d'attente. On ne fonctionne pas sur CV. Toutes les personnes ont le droit à l'expérimentation. Oui. Et donc, il y a une liste d'attente qui est faite par le comité local pour l'emploi. C'est important de dire qu'en effet, vous ne fonctionnez pas sur CV parce qu'il y a beaucoup d'humanité dans la façon que vous avez de fonctionner, et vous indiquez à tout le monde que le retour à l'emploi, c'est difficile, mais vous avez une écoute et une oreille. Donc, c'est important d'insister sur le fait que le CV n'est pas le sésame. Oui, tout à fait. Et donc, un des autres objectifs est la qualité de l'emploi. Et ça rejoint aussi ce fait qu'il y a une embauche non sélective. Il y a une embauche non sélective donc, qui apporte une sécurité déjà, parce qu'on se dit qu'on a le droit d'accéder à l'emploi. Mais la qualité de l'emploi, elle est là parce qu'on propose un CDI, en fait, à ces personnes. Et un CDI à temps choisi pour lever vraiment l'ensemble des freins à l'emploi. Et donc, un CDI à temps choisi parce qu'il y a des personnes qui, physiquement, psychologiquement, ne sont pas prêtes à un retour à l'emploi à temps plein.
et qu'aussi on essaye de s'adapter au maximum pour les parents, par exemple, qui doivent s'occuper de leurs enfants. Il y a de nombreuses personnes qui sont en situation de handicap aussi dans le projet. Voilà, donc le but, c'est vraiment de lever tous les freins à l'emploi et le CDI permet ça. Un CDI à temps choisi. Très bien. Un des objectifs aussi, c'est la supplémentarité de l'emploi sur les territoires. Donc, on va créer de nouveaux, enfin, on répond à des besoins, donc on crée de nouveaux services, mais on respecte un principe de non-concurrence vis-à-vis des entreprises locales. On ne vient pas créer de l'emploi pour en supprimer de l'autre côté. Donc, ça, c'est vraiment un des objectifs très importants. N'hésitez pas à aller à encore un dernier objectif le plus important pour vous, parce qu'ensuite, je vais devoir donner la parole à Vincent Calamant pour que tout le monde puisse avoir le temps de parler et avoir des questions-réponses ensuite. Ok. Bon, bah, je suis très rapide dans ce que je voulais vous montrer. Je vais quand même parler rapidement du calendrier du projet et rappeler les étapes de cette année 2021. Donc là, on est dans la deuxième étape du projet donc on amène l'expérimentation à 50 nouveaux territoires. Donc, il y a eu une deuxième loi expérimentale votée fin 2020. Là, pour mettre en application cette loi, il y a le vote d'un décret qui devrait arriver en avril. En même temps, il y a un travail sur un cahier des charges pour l'habilitation de nouveaux territoires qui devrait arriver aussi en avril. Et donc, on peut prévoir l'habilitation de 50 nouveaux territoires à partir d'octobre-novembre de cette année. Donc, on est vraiment dans cette deuxième grande étape et l'expérimentation avance à bons pas. Et il y a une habilitation qui se fera vraiment au fil de l'eau sur 3 ans pour ces nouveaux territoires. Donc, Parfait. Beaucoup plus de personnes mobilisées. Parfait. Je vous remercie pour les informations autour de Territoire Zéro Chômeur, qui est quand même assez connu maintenant. C'est repris par les médias. C'est une marque que l'on connaît. Mais il y a aussi Vincent Calamant qui s'occupe des partenariats et du financement pour Positive Planète, mais qui est aussi responsable du programme Ose créer ton job. Et vous avez aussi cette problématique importante d'insertion en mettant à l'œuvre des leviers entrepreneuriales. Qu'est-ce que l'association a développé pour que ça puisse vraiment fonctionner? Et surtout, qu'est-ce que, dans le cadre du PIC 100% inclusion, qu'est-ce que veut dire le PIC et quel est ce cadre? Bonjour à tous, merci Yasmina pour la petite introduction. Alors c'est vrai que pour reprendre un peu dans l'ordre, effectivement, on n'y pense pas assez, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi un levier d'insertion professionnelle et c'est vraiment ce que l'on cherche à promouvoir chez Positive Planète. Et peut-être en 2 mots pour présenter l'association. Elle a été créée suite aux émeutes dans les banlieues, notamment à Clichy-sous-Bois en 2005. Et l'engagement qu'a fait Positive Planète à l'époque, et c'est toujours son engagement aujourd'hui d'ailleurs, c'est de chercher finalement à déconstruire les stéréotypes et les idées reçues que l'on peut avoir sur les quartiers, sur leurs habitants, et prouver qu'il existe également des initiatives, des dynamiques positives et une activité économique et sociale très importante. Donc la mission de Positive Planète, finalement, c'est de porter ce plaidoyer en faveur des quartiers, mais aussi d'informer, de mobiliser, de sensibiliser, d'accompagner un public qui n'aurait pas nécessairement envisagé l'entrepreneuriat comme une carrière professionnelle. On le sait, il existe aujourd'hui malheureusement un taux de chômage plus élevé dans les quartiers prioritaires que sur le reste du territoire, un taux de chômage qui est double par rapport à la moyenne nationale. Et c'est pour cela qu'on considère que notre mission, elle est légitime, elle est aussi essentielle, puisqu'elle propose une méthode de retour à l'emploi, une méthode de réinsertion par la création d'activités. Et même si ce n'est pas la seule méthode qui est engagée, bien sûr, Clara l'a très bien évoqué avec d'autres expérimentations qui existent, c'est une solution pour pouvoir se réinsérer durablement sur le marché du travail. Donc, c'est en effet important de parler des territoires qui sont un peu abîmés par une image négative. En quoi l'entrepreneuriat est un levier d'insertion? Comment justement convaincre ceux qui existent encore un petit peu? Alors, peut-être partir de 2 constats pour répondre à cette question. D'abord, le premier constat, c'est de dire qu'en France, le nombre d'entreprises créées augmente chaque année. En 2019, on a recensé, il me semble, 815 000 entreprises créées, ce qui était déjà plus qu'en 2018, dont la moitié était de micro-entreprises. Et en 2020, un peu contre toute attente, puisque l'année était un peu difficile sur le plan économique, je dirais, on a constaté une augmentation également des créations,
d'entreprises, puisqu'on a recensé, il me semble, 850 000 entreprises immatriculées, dont 2 tiers par des indépendants. Et je précise à chaque fois la part de micro-entreprises parce que finalement, c'est le public qu'on accompagne le plus chez Positive Planet. Les auto-entrepreneurs représentent 90 voire 95% des bénéficiaires que l'on accompagne. Donc finalement, voilà, ça pour dire que notre activité s'inscrit dans cette conjoncture économique qu'est l'initiative entrepreneuriale. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que l'accès à cette initiative entrepreneuriale, il est inégal, selon le statut social, selon le statut socio-professionnel, selon le niveau de qualification et parfois aussi le lieu de résidence. Voilà, j'évoquais les quartiers et certains rapports mettent en lumière, et on constate aussi tous les jours, malheureusement, qu'il existe un lien entre être un habitant des quartiers et le niveau de création d'activité. Et malheureusement, certaines personnes, ce public-là peut être désincité à se lancer dans la création, souvent par appréhension, par manque de confiance, par manque de réseau, par manque de financement, mais aussi tout simplement parce que parfois ils n'ont pas l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat et ils sont parfois mal informés et mal accompagnés. Donc voilà, on est là aussi pour faire la promotion de cet outil, je dirais, de cette solution, voilà, qui permet finalement de prendre en main son projet professionnel et de se lancer durablement sur le marché du travail. Et en plus, bien sûr, la crise sanitaire, on l'a constaté, a accentué ces inégalités puisque les freins qu'on identifie tous les jours, voilà, dans les quartiers ont été renforcés par les restrictions sanitaires, notamment voilà, les problèmes de mobilité, d'accès aux droits, de repérage sur le marché du travail, etc. etc. Donc voilà, ça c'est le deuxième constat qu'on fait chez Positive Planet, et effectivement, on lutte pour lever ces freins, ces obstacles qui empêchent, qui freinent du moins l'initiative entrepreneuriale dans les quartiers. Et très concrètement, l'entrepreneuriat dans les quartiers, on ne parle pas des startups du futur, mais voilà, c'est la création de commerces, d'activités, de services à la personne, d'artisanat aussi, et qui sont en fait fondamentaux voilà, pour la dynamique économique locale. Donc on cherche vraiment à améliorer notre impact voilà, jour le jour. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est générationnel? Est-ce qu'avant la pandémie et la crise, vous y avez quand même une envie de la part des plus jeunes de quand même créer une société comme si c'était maintenant devenu un langage normal? Ou est-ce que vous êtes obligé parfois de convaincre et les plus anciens et les plus jeunes, parce que finalement, ce n'est pas très français de se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat? Ce qui est une mode quand même, parce qu'on a un président de la République qui a quand même fait en sorte que prendre son risque, hein, comme il dit, ça devienne quelque chose d'un peu normal en France. Est-ce que vous avez du mal comme ça? Vous voyez des générations où c'est plus compliqué que d'autres? Difficile de répondre à cette question. Je pense que c'est une question plutôt pour Déborah, parce qu'elle aura plus d'expérience dans l'accompagnement de ces Vous la poserez, Déborah. Donc voilà, avoir bien en tête. Mais c'est vrai qu'on cherche en tout cas à s'adapter à l'évolution, je dirais, de la société et à améliorer notre impact progressivement, à innover dans la manière d'accompagner les publics en tenant compte des difficultés que j'ai évoquées. Et voilà, peut-être pour donner quelques chiffres, parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais en 15 ans d'activité, on a aidé à la création de plus de 8000 entreprises et on mène aussi des études d'impact très régulièrement, dont une qu'on a fait à la fin de l'année 2020, qui présente des données assez encourageantes, puisque voilà, on a constaté sur l'échantillon d'entrepreneurs qu'on a interrogés un taux de pérennité d'entreprise à 60% après 3 ans de création, ce qui est plus élevé que le taux de pérennité des micro-entreprises en France en moyenne. Et aussi peut-être pour affiner davantage ces données, je dirais, pour donner une dimension un peu qualitative, je dirais qu'on ne fait pas seulement de la création d'activité au sens strict du terme, mais aussi voilà, on contribue à donner au public qu'on accompagne toutes les ressources nécessaires pour qu'il puisse s'épanouir dans son projet professionnel, puisque l'entrepreneuriat, bien sûr, c'est savoir faire une étude de marché, identifier sa clientèle, ses concurrents, savoir faire un business plan, mais c'est aussi avoir de la motivation, de la détermination, avoir une capacité à aller vers l'autre, à créer du réseau et à s'appuyer sur l'aide que l'on propose, parce que voilà, je pense que chaque entrepreneur doit être accompagné, qu'il soit d'ailleurs habitant de quartier ou non. Oui, tout à fait. Parfait. Donc, Déborah, tout à l'heure, je reviendrai avec vous sur cette question. Merci beaucoup, Vincent. Je vais donner la parole à Tristan Hawk, directeur des partenariats des activités sociales chez G2R La Mondiale. Et vous connaissez très, très bien ces questions de l'emploi et de l'insertion. Et vous êtes assez engagé quand même dans la société. Qu'est-ce que vous financez exactement? Alors, je connais très bien. J'ai découvert ces activités de l'emploi récemment en rejoignant effectivement les activités sociales d'G2R La Mondiale. Moi, j'avais plutôt une vision de l'emploi accompagnement pour monter en compétences, pour trouver un job. Voilà. Et j'ai découvert plein de sujets autour effectivement de l'entrepreneuriat sur différents territoires, dans les quartiers, mais aussi avec d'autres partenaires en ruralité. Et j'ai découvert aussi tout ce qu'il faut faire pour accompagner vers l'emploi sur la levée des freins à l'emploi.
Et donc, moi, aujourd'hui, je travaille aux activités sociales, c'est-à-dire qu'on aide les personnes qui rencontrent un pépin dans leur vie, dans leur carrière. Ça peut être un pépin de santé, ça peut être un pépin professionnel. Et de manière générale, ce n'est pas un pépin parce que ça nous arrive à tous, c'est le vieillissement, le bien vieillir, puisqu'on est les activités sociales de la retraite complémentaire. Hein. C'est de là que viennent les fonds à travers nos différentes cotisations pour ceux qui cotisent à la retraite complémentaire. Et donc, j'ai découvert qu'on avait effectivement, outre les publics, je dirais, retraités, un engagement sur l'emploi par rapport aux seniors. Seniors en entreprise qui, quand ils sortent de l'entreprise, ont parfois du mal, ou même souvent du mal à retrouver une place dans le monde professionnel. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion pour eux d'avoir un autre projet de vie professionnelle que le salariat et de pouvoir soit faire de l'entrepreneuriat, soit faire du reprenariat. Ça, les seniors, c'est une population donc, qui était un peu la nôtre à l'origine. Après, on a décidé, il y a quelques années, en lien avec l'Agir Carco, hein, qui coordonne l'action des groupes de protection sociale comme AG2R mondiale sur ce champ de la retraite complémentaire, on a décidé de s'orienter vers des publics de manière plus générale qu'on va considérer fragiles et vulnérables, quels qu'ils soient. À commencer d'ailleurs par les populations qui sont à la fois les aidants familiaux, dont on sait qu'effectivement la charge de vie voilà, est compliquée à concilier parfois avec une charge professionnelle. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore d'activité ou qui l'ont perdue et qui veulent la retrouver, on essaye d'accompagner des dispositifs particuliers. Et puis aussi les personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, outre Positive Planète, on a un partenaire aussi qui s'appelle HOP Entrepreneur, hein, qui encourage l'entrepreneuriat pour les personnes en situation de handicap. Et puis, on a encore élargi un peu nos interventions avec l'idée d'accompagner aussi les initiatives dans les territoires qui sont moins dotés et ou sur lesquels souvent il y a plus de chômage que d'autres. D'où effectivement la volonté d'intervenir en quartier prioritaire de la ville et en ruralité, comme je l'évoquais au démarrage. Donc nous, on finance quoi? On finance soit effectivement des accompagnements individuels pour une personne, un bénéficiaire, pour qu'elle puisse avoir une forme de bilan d'abord, de vie voilà, et d'orientation professionnelle ou du coaching, soit on finance des actions collectives qui sont plus destinées à expliquer justement toute la palette de solutions possibles pour aller vers l'emploi ou revenir vers l'emploi. Et ça va de changer de job salarié jusqu'à effectivement différentes formes d'entrepreneuriat en passant par un sujet qui s'est développé grâce à un partenaire qui s'appelle Tout est possible, qui est le reprenariat, hein, pour ceux qui ne veulent pas forcément s'engager dans une aventure nouvelle et qui n'ont pas forcément l'idée de choses à créer. Et cette palette, nous, on souhaite la montrer effectivement aux bénéficiaires pour qu'ils sachent un peu vers qui s'orienter et voir aussi, on souhaite coordonner les acteurs du retour à l'emploi entre eux pour que si jamais quelqu'un s'oriente mal ou peu importe, ou découvre un accompagnement possible par Positive Planète ou la cravate solidaire ou l'ADI ou autre, si jamais il n'est pas sur la bonne voie, qu'il puisse être réorienté vers un acteur qui va l'aider au moins au démarrage de son projet, quitte à ce qu'après, il y a des parcours qui se mettent en œuvre vers l'emploi. Et puis, on soutient aussi cette dimension collective en faveur des acteurs du retour à l'emploi eux-mêmes pour qu'ils puissent mutualiser leurs activités, à commencer par la communication, ce qu'ils appellent le sourcing des bénéficiaires, parce qu'il y a plein de dispositifs qui ne trouvent pas forcément leur public et ça prend beaucoup de temps d'aller effectivement détecter des demandeurs d'emploi qui seraient intéressés par les accompagnements qui sont proposés et qui sont mal connus. Hein. Si je ne les connaissais pas, c'est qu'ils sont souvent mal connus du grand public, hein, ces dispositifs-là aussi. Surtout, je dis ça parce que j'étais de formation ressources humaines. Hein. C'est pas, voilà. J'aurais dû normalement m'entendre parler un petit peu. Vous avez une expertise. Voilà. Et donc, il y a ce gain en efficience collective. Voilà. Ah, je crois qu'il y a un petit problème de son. Je vous entends plus. Pardon. Et ce gain en efficience collective en travaillant ensemble. Et puis, il y a un autre public aussi qui va bénéficier du fait qu'on va encourager ces coalitions que vous évoquiez quand vous m'avez présenté, Coalition Emploi. Ce sont les décideurs sur les territoires
qui vont pouvoir, notamment les élus, se dire voilà, je peux très bien mettre en place, pour lutter contre le chômage, un bouquet ou des dispositifs de solutions complémentaires les unes aux autres. Et si jamais je n'ai pas une compétence sur un territoire, sur mon territoire, je peux regarder comment cette compétence peut être transférée à des acteurs existants ou comment on peut faire venir, en ayant des contacts que nous, on a noués avec les têtes de réseau national, des antennes de ces réseaux-là sur la municipalité ou l'intercommunalité voilà, désignée. Donc, l'idée, c'est bien effectivement de faire ensemble pour rassurer tout le monde et gagner en efficience collectivement. Oui, c'est ce qui est assez intéressant dans vos différents projets, c'est que le collectif n'est jamais oublié. Donc, et puis, il y a beaucoup de pédagogie aussi et d'accompagnement, ce qui est très important aujourd'hui parce qu'on a quand même quelques craintes sur l'avenir. Vous avez financé Positive Planète, par exemple. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette organisation? Donc, effectivement, ce n'était pas nécessairement notre public cœur de cible au démarrage, hein, voilà, oui. mais il y a cette idée que dans les quartiers, voilà, il faut encourager des formes alternatives à l'emploi classique, notamment l'entrepreneuriat. Nous, on soutient Positive Planète, mais on a aussi le plaisir de soutenir une autre association qui s'appelle Les Déterminés. Mais les Déterminés, la différence, c'est que, comme leur nom l'indique, voilà, ils ont un projet entrepreneurial, ils savent ce qu'ils veulent faire et ils ont besoin d'avoir peut-être surtout des réseaux, et puis un entraînement voilà, pour avoir une force de frappe, de conviction encore plus forte que la leur. Mais ils partent avec une idée. Là justement, c'est d'arriver à proposer à des personnes qui n'ont jamais pensé à cette activité qui est l'entrepreneuriat, le fait que ça pourrait être une solution pour eux. Dans le même esprit que Positive Planète, mais sur d'autres sujets plus liés au salariat, on travaille avec l'APELS, l'Agence de l'éducation par le sport ou pour le sport, je ne sais plus exactement, voilà, qui va détecter dans les clubs sportifs des personnes qui seraient susceptibles de s'engager professionnellement dans des métiers en tension sur le territoire. Donc, pareil, c'est d'aller vers les publics pour leur proposer différentes solutions alors qu'ils n'y auraient pas forcément pensé par eux-mêmes parce que, une fois plus, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une activité qui nécessite d'être accompagné, parce qu'on ne peut pas non plus créer sa boîte comme ça. Mais par contre, c'est une bonne solution pour beaucoup de gens qui ont envie de mettre en œuvre leurs propres idées, d'avoir une certaine forme d'autonomie. Voilà. Et puis peut-être, j'espère, créer de l'emploi à leur tour. Bien sûr, c'est ça l'idée. Il y a aussi cette dimension. Voilà. Bien sûr. Quand vous allez vers des gens qui n'ont pas du tout cette idée de l'entrepreneuriat et qui ont passé une vie dans le salariat, vous mettez du temps à peu près pour arriver à convaincre quelqu'un qui n'est pas préparé. On dit qu'il faut avoir l'esprit d'entreprise. Est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est la vérité? Je sais pas, à titre personnel, je suis coordinateur de beaucoup de programmes, mais je rencontre rarement les bénéficiaires, donc je ne peux pas vous dire si c'est si compliqué que ça. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaye de semer la graine de la culture entrepreneuriale le plus tôt possible, maintenant que vous me le dites, parce qu'on a un partenariat avec Entreprendre pour apprendre depuis pas mal d'années et depuis 3 ans, orienté vers l'entrepreneuriat sur le secteur du bien vieillir, qui est le nôtre, la silver economy, comme on dit, mais c'est vrai qu'il y a du business. Et donc, notre partenaire Entreprendre pour apprendre, eux, voilà, souvent d'ailleurs, ils travaillent dans les QPV essentiellement. Voilà, ils essayent dans les classes, collèges, lycées, d'expliquer ce que c'est que le monde de l'entreprise. Ça, c'est une chose, mais surtout l'activité entrepreneuriale. Et nous, on a décidé, si on les soutient, c'est le cas financièrement, de dire pourquoi pas au service de nos bénéficiaires aussi, qui sont les personnes âgées, puisque nos bénéficiaires ne sont pas les jeunes. Hein. Voilà, on est ravis quand un programme peut faire coup double et bénéficier aux classes d'âge les plus jeunes et à la fois aux aînés, mais nous, quand même, le public cible, ce sont les aînés. Donc voilà, on essaie de les encourager à entreprendre dans le secteur du bien vieillir. Et d'ailleurs, il faudra qu'on en reparle aussi peut-être de manière plus approfondie avec Positive Planète ou Territoire Zéro Chômeur. On va essayer de plus en plus dans les programmes à venir qu'avec nos partenaires, on développe justement des produits et des services, et je parle de services par rapport à la dimension aussi Territoire Zéro Chômeur, qui soient bénéfiques par rapport à l'évolution démographique qu'on va connaître massivement dans les prochaines années avec le vieillissement des personnes. Et donc, moi, je suis pour la création d'entreprises et encore plus, voilà, si elles bénéficient au bien vieillir ou au handicap. Voilà.
à fait. Avant de vous donner la parole, Barbara, je voulais justement rebondir sur ce que nous disait Tristan sur cette idée pédagogie. Je vais juste faire un petit tour de table sur justement cette importance de la pédagogie. Vous trouvez aussi que c'est important de l'inculquer aux plus jeunes, par exemple Vincent? D'inculquer la pédagogie aux plus jeunes. Oui, je pense que l'esprit d'entreprise vraiment le plus tôt possible, même dans les écoles, enfin partout, pour qu'on puisse se retrouver dans 10 ans avec une autre société plus dynamique. Oui, je pense que c'est important de sensibiliser le plus jeune possible, ne pas forcément dire que l'entrepreneuriat est une obligation, mais que c'est Ouais. une voie possible. Parce qu'encore une fois, là, je vais me répéter, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Donc, le présenter comme une alternative, je dirais, à l'emploi et à l'activité. Voilà, donc je pense que c'est une façon aussi de présenter différentes voies, différentes possibilités d'évolution et dans sa carrière professionnelle, effectivement. Ouais. Clara, sur cette idée de désapprendre la peur de l'entrepreneuriat? Oui, tout à fait. Il y a une pédagogie à aborder, et une pédagogie sur le fait qu'il y a plusieurs façons d'entreprendre, que l'entrepreneuriat, il est multiple. Et il y a même, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, il y a une pédagogie à faire à tous les niveaux, je pense, pour vraiment que ce soit une connaissance de tout citoyen, qu'on peut y accéder en étant bien accompagné. Déborah, donc je vous représente et ensuite vous pourrez me répondre. On est responsable des antennes positives Planète Hauts-de-France. La place de la pédagogie doit avoir... Oui, alors moi j'aimais beaucoup, merci Yasmina, bonjour à tous. Moi j'aimais beaucoup l'expression de Tristan tout à l'heure, planter la graine en fait. Et c'est exactement ce qu'on essaye de tous faire, je pense, tout acteur lié de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Vous avez parlé d'entreprendre pour apprendre, mais effectivement, on est beaucoup à essayer justement d'aller inculquer cette culture d'entreprendre qui n'est pas la nôtre fondamentalement en fait, et encore moins vers les publics, vers nous, vers qui on se tourne aujourd'hui. Exactement. Donc, en effet, l'entrepreneuriat est une solution aussi évidemment pour vous, et on va essayer de voir ensemble les impacts sur le terrain et puis auprès de vos porteurs de projets. Par exemple, on va commencer par les porteurs de projets. Quels impacts vous voyez de façon très claire et très nette? Les impacts très clairs, et c'est vrai que du coup, je vais insister sur ce programme qu'on a développé depuis quasiment 2 ans maintenant qui s'appelle Ose créer ton job. Oui. C'est le développement des compétences en fait de nos porteurs de projets. Comme le disait Vincent tout à l'heure, c'est vrai qu'on accompagne quand même majoritairement des personnes qui ne se sentent pas légitimes à devenir entrepreneurs demain. Pour diverses raisons, pour des expériences personnelles, des échecs, des expériences professionnelles aussi, et puis un manque de pairs, un manque de modèles aussi auquel se raccrocher et puis se dire mais si c'est fait pour moi. Donc nous, on en a vraiment à cœur de développer ces compétences qu'on appelle compétences douces, notamment, et qu'on essaye de développer dans le programme Ose créer ton job, où on accueille des personnes comme le disait Tristan tout à l'heure, qui ne sont pas encore déterminés à apprendre. Très bien joué. Voilà. Très bien joué. Ou qui ont plein d'idées et qui vont dans tous les sens. Dans tous les sens, voilà. Voilà. Et là où on a un rôle à jouer, c'est d'essayer de leur redonner espoir, de leur redonner confiance en eux aussi, en développant effectivement donc, la confiance, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi une certaine autonomie, réveiller aussi la créativité, la curiosité. Et c'est là que j'ai vu passer une question tout à l'heure qui parlait du collectif. C'est là où aussi le collectif prend tout son sens parce que notre accompagnement individuel est très important. Mais pouvoir exposer aussi ses idées et se confronter à une critique aussi possible, qu'elle soit positive ou négative, mais de toute façon, c'est toujours constructif. Et le collectif de réalité aussi. Voilà. Le collectif a toute sa place, même si, on le voit aujourd'hui, on devait se voir pour de vrai. Bon, et on arrive quand même à se rassembler et on y arrive aussi du coup sur Ose créer ton job qui forcément devient du distanciel. Mais voilà, on a développé des outils depuis 1 an, on est devenus des professionnels de la numérique. Exactement. Mais c'est vrai que on essaye de leur amener cette capacité à apprendre, à réapprendre, à apprendre aussi. À avoir une aisance relationnelle, parce que c'est ça aussi dans le collectif, c'est être capable d'avoir cette audace aussi qu'on a perdue quand on a vécu un échec personnel ou professionnel, de se confronter, d'exposer une idée ou plusieurs idées, savoir communiquer. Et puis on leur apprend aussi
des bases que, alors, soit on n'a pas ou on n'a plus. Des compétences numériques, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Bien sûr. La ponctualité aussi, la gestion du temps, savoir que bah voilà, là j'ai rendez-vous à telle heure pour tant de temps, pour exposer tel travail que j'ai pu effectuer pour avancer sur mon projet. Donc voilà, il y a toutes ces compétences de concentration, d'empathie, d'humilité aussi, qu'on essaye en tout cas de leur inculquer. Alors, pour illustrer ça, j'aurais plein d'exemples et je pourrais en parler des heures avec vous parce que voilà, on accompagne. À cœur. On veut entendre un exemple. Lequel? Voilà, on va en prendre juste un ou deux, mais je pense à des. Alors, je dirais que les prénoms, voilà, pour pas citer forcément des personnes en particulier, mais moi, je pense à des jeunes, des moins jeunes. Donc, pour avoir deux exemples qui se complètent et qui sont, je pense, le reflet de notre public. Je pense à Jalil qui était venu il y a quelques idées, qui avait complètement perdu, on va dire, la motivation, qui s'était engagé dans un cursus d'études parce qu'il avait eu la chance quand même d'aller jusqu'au bac, ce qui est, voilà, des fois pas forcément le cas, en tout cas pour le public qu'on accompagne, qui s'est lancé dans des études. Et voilà, comme beaucoup, démotivé, pas envie d'aller au bout. Et puis, qui a vu un jour, voilà, une pub sur, bah oui, tiens, pourquoi pas créer ton activité. On a accompagné ce jeune homme qui manquait clairement de confiance en lui. Alors, il ne s'est pas lancé tout de suite. Je pense que c'était une bonne chose. Il a complété sa formation parce qu'on a aussi ce rôle-là. On a aussi ce rôle de conseiller, mais de déconseiller aussi. C'est ce que je dis souvent pour prendre en compte aussi, non pas seulement le projet, mais l'homme ou la femme qui se cache derrière ce projet avec les compétences acquises ou pas encore, la capacité personnelle à entreprendre ou pas encore. Et c'est vrai que cette personne-là, je l'ai revue il n'y a pas longtemps et il s'est lancé. Alors, il a repris ses études, donc il s'est reformé, il s'est spécialisé. Hein, et voilà, donc aujourd'hui, il a créé sa micro-entreprise et il évolue parce que voilà, là, il veut se mettre, il s'associe avec quelqu'un qu'il a rencontré pendant ses études et qui a une autre compétence complémentaire. Donc, je pense à Jalil, je pense aussi à des Sonia qui n'est pas du tout le même public, bénéficiaires du RSA, voilà, plus de 40 ans, des enfants, des échecs professionnels et une vie personnelle assez compliquée, des expériences voilà, qui sont pas très positives, mais qui malgré tout s'est dit allez, je vais aller de l'avant et je veux créer mon entreprise. Aujourd'hui, non seulement elle a créé son entreprise, bon, ça fait 3 ans qu'on la suit, hein, cette dame, mais en plus, voilà, elle rouvre un deuxième commerce et elle va créer une SARL familiale parce que justement, elle essaye de montrer cet exemple qu'elle n'a pas forcément eu non plus à ses enfants, à sa fille notamment. Donc oui, c'est des beaux exemples. Alors, on n'a pas que des beaux exemples, il y a aussi des échecs et, parce qu'on voilà, on vit pas non plus dans un monde d'utopie, ça c'est pas vrai. Mais je pense qu'encore plus aujourd'hui, il faut garder ces bons exemples et essayer de dire c'est possible en fait. C'est possible et si ce n'est pas possible, on est là aussi pour essayer de donner voilà, un plan B, un plan C, réorienter. On est quand même beaucoup d'acteurs liés à l'emploi de près ou de loin, à la formation, enfin voilà, pour essayer de réorienter aussi au mieux ces personnes hors radar, comme le disait Clara tout à l'heure, et qui ont juste besoin qu'on les remette sur le bon chemin. Oui, d'un aiguillage. Alors ça, c'était donc pour les porteurs de projets et l'impact sur le quartier d'un point de vue très local. Oui, c'est vrai que encore plus aujourd'hui, parce que là, je vais prendre en exemple la situation actuelle. On a prôné depuis 1 an et demi, maintenant 2 ans, l'importance des commerces de proximité. C'est vrai qu'on a vu pas la délocalisation, mais les centres-villes qui deviennent déserts pour ces grands centres commerciaux. Mais c'est vrai que du coup, là, depuis ces mois qui viennent de passer, on se recentre sur ces commerces de proximité, sur ces services de proximité. Et je pense que là notre rôle, il est là aussi, c'est de dire, vous voyez, on a besoin de personnes comme vous. Il n'y a pas de petits ou de grands entrepreneurs, en fait. Il n'y a pas de petits ou de grands projets. Il y a juste un besoin, une demande. Et ben voilà, j'ai un problème, comment on va répondre à ce problème? Et si on a une solution à proposer, le but, c'est encore une fois de réaiguiller et puis de voir ce qui est possible de faire. Et pour recentrer encore plus sur l'image des quartiers, parce que c'est vrai que c'est notre ADN,
l'image des quartiers, et encore plus dans les derniers faits d'actualité, on est encore en plein dedans, a toujours, a toujours eu, pas mauvaise image, mais mauvaise presse. Mauvaise presse. Merci Yasmina, c'est ça. C'est une journaliste qui vous le dit. Et c'est vrai qu'on est là aussi pour redonner, non pas redorer, mais en tout cas redonner une image positive et un dynamique en fait dans ces quartiers. On a des exemples où, en tout cas, du coup, là, bon, on va être auto-centré Positive Planète, mais c'est vrai qu'on essaye de mettre notre petite brique pour permettre justement ce redynamisme des quartiers. Nous, on crée des cocottes. Alors, les cocottes, c'est quoi ce nom? C'est un lieu où les idées bouillonnent, voilà, tout simplement. C'est là où on fait la petite popote, ça cuisine, ça mijote, et paf, ça donne un… Ouais, c'est le français du brainstorming. Voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. En gros, qu'est-ce que c'est que ces tiers-lieux qu'on essaye d'implanter au sein des quartiers, là où on a aussi nos antennes? C'est permettre l'accessibilité à des lieux, à des espaces de coworking, à des entrepreneurs qui n'ont pas les moyens de se payer dans des grands centres. C'est donner aussi le moyen d'exposer leur production dans des concept stores, parce qu'on va accompagner des entrepreneurs qui n'ont pas forcément les moyens et la finance au début de leur activité pour payer un loyer, pour payer un vrai commerce avec pignon sur rue. C'est vraiment d'essayer d'enclencher, on ne va pas remplacer parce que c'est très ponctuel, mais voilà, ça vient compléter en fait ce chemin et cet accompagnement pour impulser après une évolution en fait, un développement de leur activité. Alors voilà, là j'ai auto-centré sur Positive Planète, mais on travaille avec beaucoup d'autres aussi tiers-lieux qui sont et qui font et qui participent au dynamisme et en tout cas à recréer une l'évolution à l'intérieur des villes. À l'intérieur des quartiers. Ouais. On se rend compte encore plus aujourd'hui depuis les nouvelles mesures où on était tous assez tristes de voir les petits commerçants fermés. Finalement, ceux qui payent ce 3e confinement, ce sont les petits commerçants et on se rend compte, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, de l'importance de ces endroits qu'on avait parfois un peu oubliés. C'est ça. Tout à fait. Tristan, Emmanuel, mais pas du tout. Vincent, pourquoi Emmanuel? Qu'est-ce qui se passe? Je pense aux mesures, c'est peut-être pour ça, désolé. Et Clara, je voulais vous poser la question suivante pour faire quand même un lien très fort avec ce que nous tous en train de vivre. Est-ce que vous avez vu des changements suite à la Covid-19, des changements d'attitude, des empressements, des peurs, des envies de se dire que son entreprise va fermer très vite? Comment faire après? Est-ce que vous avez rencontré ces difficultés-là? Vincent, allez. Est-ce que ça a changé la donne? Oui, un petit peu, bien sûr. Alors après, dans le comportement direct, je dirais, des entrepreneurs, voilà, c'est plus, voilà, encore une fois, c'est Déborah qui connaît beaucoup mieux le sujet que moi, mais en tout cas, dans la réalisation des projets que l'on mène, notamment le programme HAUSE, puisqu'on l'a évoqué, effectivement, ça a considérablement changé la donne, notamment dans la pédagogie, dans les moyens qu'on a mis en œuvre pour suivre ces bénéficiaires qui est déjà un public difficile de nature à mobiliser, à accompagner sur la durée. Donc, effectivement, voilà, tout ce qu'on a fait pour mettre notamment à distance le programme, ça a révélé des difficultés, notamment la fameuse fracture numérique. Alors, voilà, des problèmes d'outillage, des problèmes d'accessibilité ou d'utilisation, je dirais, de ces outils numériques, qui faisaient que parfois, effectivement, l'accompagnement et le conseil que l'on pouvait donner d'habitude en présentiel a été rendu un peu plus compliqué et demandait, je pense, davantage d'efforts de notre part pour pouvoir maintenir justement ce lien avec les futurs entrepreneurs. Donc oui, ça a changé la donne. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais effectivement, voilà, il y a eu des difficultés qui se sont présentées qu'on n'avait pas forcément anticipées avant l'instauration de ces mesures, de ces restrictions sanitaires, c'est sûr. Bien sûr. Juste aussi, pour de laisser la parole à Clara et Tristan, mais c'est vrai que nous, en antenne aussi, ce qu'on a constaté, c'est aussi une situation d'urgence. On avait l'habitude d'accueillir des personnes voilà, qui souhaitent entreprendre, mais là, on a vraiment vu un déclic qui se produit, et je pense que c'est vraiment lié à la situation actuelle en disant, en fait, si j'y vais pas maintenant, j'irai jamais. Donc, je pense que la situation, voilà, j'ai perdu mon job ou finalement je me suis recentrée et je n'aime pas ce que je fais, donc j'y vais.
Et je pense qu'on a vraiment ce sentiment. Alors, je ne sais pas si Tristan… Non, c'est vrai, parce que par exemple, opportunité veut dire crise aussi en chinois et chinois. Voilà, donc c'est important d'utiliser ce moment. Et Tristan, justement, est-ce que vous avez vu aussi cette urgence, cette envie de faire en dehors de la difficulté et du chaos qu'on peut imaginer? Alors, une fois de plus, je n'ai pas de contact direct Non, avec non, bien sûr, mais la sensation. mais parmi les partenaires, beaucoup, effectivement, comme le Oui. disait Vincent, se sont réinventés dans la manière de garder le contact avec les bénéficiaires. Ça nous a semblé d'autant plus important de les accompagner aussi sur cette parfois digitalisation de leur activité dès le début du Covid, parce qu'on a vu assez vite, et bon, c'est retardé du fait des mesures aujourd'hui des prêts, mais on a vu assez vite qu'il y aurait certainement des vagues assez importantes de licenciements ou de fermeture d'entreprises, et que si on n'accompagnait pas les personnes qui sont déjà aujourd'hui éloignées de l'emploi, elles risqueraient de passer définitivement leur tour, parce que des nouveaux demandeurs d'emploi seraient en capacité de rebondir beaucoup plus rapidement. Donc, on a eu effectivement cette volonté. Ça n'a pas fonctionné partout, parce que, comme disait Vincent aussi tout à l'heure, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont dans la fracture numérique, et quel que soit l'âge, et ce n'est pas parce qu'on regarde des séries sur son smartphone qu'on est en capacité aussi d'être accompagné dans un coaching vers l'emploi ou la création d'entreprise. Ce n'est pas que ça. Voilà. Donc, on peut utiliser les technologies, mais sans savoir nécessairement être dans une approche interactive avec des professionnels sur ça. Je pense qu'on a aussi eu des demandes de création d'entreprise par des gens qui avaient besoin de retrouver du sens à leur vie professionnelle, une certaine autonomie. Tout à l'heure, je parlais de liberté, même si c'est une liberté, il faut y croire beaucoup, parce que c'est beaucoup de contraintes aussi d'entreprendre. Mais c'est une autre forme, je dirais, voilà, de liberté, qui se sont dit, voilà, aujourd'hui, être dans une grande entreprise avec les dispositifs, télétravail et autres, etc. Et je pense qu'ils ont raison là aussi, peut-être avoir l'espoir que au sortir de la crise sanitaire, il y aura un rebond économique qui devrait, j'espère, et j'en suis quasiment sûr, être favorable à de nombreux métiers. À tous, malheureusement, mais de nombreux métiers. Donc, comme disait Déborah aussi à l'instant, c'est peut-être maintenant qu'il faut y aller, voilà, parce qu'il va y avoir une profonde transformation de l'activité professionnelle. Clara, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est sûr qu'auprès des territoires expérimentaux, la crise a amené quelques difficultés, parce qu'il y a des personnes qui sont à risque, je vous parle de personnes qui étaient privées durablement d'emploi, qui se retrouvent à nouveau à ne plus pouvoir travailler pendant une longue période. Donc là, c'est un retour avec des difficultés psychologiques qui sont accentuées. Et puis, le télétravail n'est pas toujours possible dans les activités mises en place dans les entreprises à but d'emploi. C'est majoritairement des activités manuelles, des activités de terrain. Donc là, il y a des difficultés qui amènent des difficultés managériales, en fait. Mais la crise a commencé il y a un certain temps, et les entreprises à but d'emploi sont accompagnées par l'association sur ces sujets-là. Et donc, sur les 13 entreprises à but d'emploi, au fur et à mesure, il y a des protocoles qui se mettent en place. Enfin, voilà, il y a une réorganisation du travail qui se met en place. Et il y a des partenaires sociaux qui sont là pour l'accompagnement social des salariés. Donc, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Et ce qui est sympa de voir aussi, c'est que la crise aurait pu être un frein aux activités des entreprises à but d'emploi, mais finalement, les territoires ont su rebondir et ont proposé des activités qui d'aide aux plus démunis, en fait, aux personnes qui sont considérées comme fragiles durant cette crise. Et donc, parmi les exemples, il y a eu une épicerie solidaire ambulante de village en village, des aides alimentaires d'urgence en lien avec les partenaires associatifs locaux, faire les courses pour les plus fragiles et la mise en place de permanences téléphoniques pour les personnes isolées. Donc, voilà, il y a des exemples vraiment d'activités qui sont créées aussi grâce à la crise et pour venir en aide aux personnes isolées et fragiles à ce moment-là. Donc, c'est sympa de voir ça aussi. La nature ayant horreur du vide, je pense que le monde de l'entrepreneuriat et de l'emploi, c'est aussi une façon de s'adapter. On n'a pas employé ce mot-là, mais c'est une façon de s'adapter, je pense, par exemple, Rebondir, voilà,
pour rebondir, une question sur l'avenir, comment est-ce que vous imaginez, parce que c'est vrai qu'on est en train de changer de paradigme et qu'on se rend bien compte que là, vous êtes acteur important du monde des dispositifs et de la façon dont on peut gérer l'entreprise, l'entrepreneuriat et son emploi. Comment est-ce que vous envisagez les 10 prochaines années par rapport à l'emploi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va complètement changer, qui va être complètement déverrouillé dans l'esprit des gens ou dans les initiatives quelconques? Est-ce qu'il va y avoir un peu plus d'humanité et d'écoute? Ou voilà, comment est-ce que vous voyez ce rapport au travail, à l'emploi, à l'entrepreneuriat dans les 10 prochaines années? C'est beaucoup, hein, 10 ans, mais allez hop, on fait un pari. Par exemple, Tristan. Bon, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se développe pas mal. Oui. C'est l'intrapreneuriat. C'est aussi Ah, peut-être une transition. l'entrepreneuriat? Ouais, c'est peut-être une transition justement entre l'activité salariée et l'entrepreneuriat avec un peu moins de risques. D'accord. Un peu moins de risques parce que aussi on peut bénéficier du coup, parce que c'est fait en toute transparence avec son employeur, des réseaux, des conseils, etc., des collègues. C'est un programme, par exemple, nous, qu'on accompagne avec la Croix-Rouge, où ils ont un accélérateur de projets entrepreneuriaux, l'accélérateur 21 ou le 21 pour les intimes. Et, voilà. Et ils ont essayé de faire deux temps, enfin 2 saisons, une pour effectivement des acteurs externes et une autre pour des salariés ou des bénévoles engagés de la Croix-Rouge qui voudraient développer une activité qui sera peut-être demain une branche d'activité de l'association elle-même ou une entité, une entreprise, une association qui va s'aimer à l'extérieur. C'est peut-être un modèle qui serait intéressant à développer et je pense que ça aura du sens voilà, par rapport au fait que les gens ont envie régulièrement, et c'est normal aussi voilà, de se renouveler, d'avoir de nouvelles expériences et de ne pas se sentir uniquement dédié à un métier et Bien une sûr, entreprise. bien sûr. Déborah, vous avez comme ça comment vous voyez un petit peu le monde de l'insertion, du travail et dans les prochaines années par rapport à ce qu'on est en train de vivre là? Oui, alors c'est compliqué. Si j'avais la réponse toute Ah faite, bah on adorerait. je rédigerais un programme et puis je vous le présente. On adorerait. Non, après, nous, voilà, on essaye d'être très optimiste tout Oui. en gardant aussi les pieds sur terre. Donc non, moi, j'ai confiance en l'humain. J'ai confiance aussi en sa volonté de s'en sortir malgré les situations compliquées qu'on peut traverser aujourd'hui. Donc, voilà, moi, les personnes qu'on voit, en tout cas là chez nous, qui poussent la porte des antennes, restent motivées, même si je ne cacherai pas que ça commence à être long et je pense que ça commence aussi à se sentir sur le moral et la motivation de nos porteurs de projets, là je parle. Hein. Oui, vous le sentez, vous êtes sur le terrain. En termes d'entreprendre et aussi de mettre de côté son projet d'entrepreneuriat et puis repartir sur un projet salarié, mais on commence à voir que là, ouais, le train était lancé et puis là, il commence à ralentir un peu. Donc, mais voilà, après, on est là aussi. Alors, on ne porte pas tout le monde sur nos épaules, c'est pas ça que je veux dire, mais on est là aussi pour essayer de garder cette confiance. Et puis là, après, l'avenir nous dira si tous les beaux projets qu'on accompagne aujourd'hui seront encore là demain, mais on a quand même vu une force d'adaptation qui me surprend, mais de manière agréable, on va dire. Mais c'est vrai Donc voilà, j'ai confiance. Et Vincent, on est donc résilient à travers Ose créer ton job. C'est déjà un titre, une marque assez forte. Oui, c'est vrai. C'est vrai que en fait, c'est vrai que c'est un peu difficile d'imaginer comment ça va évoluer les prochaines années. En tout cas, ce qui est sûr et ce qu'on a constaté cette année en 2020, c'est quand même très intéressant de voir comment les modalités de travail ont évolué. On les a toutes vécues, je pense, d'une manière ou d'une autre. Et voilà, je pense notamment à la citation au télétravail, en fait, qui a, je pense, d'une manière ou d'une autre, poussé les salariés à s'indépendantiser davantage ou à se responsabiliser davantage. Et finalement, ces qualités qui en dégagent rejoignent aussi peut-être des initiatives qui peuvent se rapprocher des initiatives entrepreneuriales. Donc, difficile de dire si finalement ça va générer voilà, des envies de se mettre à son compte et de se lancer dans sa propre activité, mais peut-être qu'il y aura dans les prochaines années une évolution de ces modalités et qui sera en fait conjoncturelle à
à l'augmentation, comme je l'évoquais au tout début, des créations d'entreprises. Et effectivement, le nom « Ose créer ton job », c'était vraiment l'idée de dire que voilà, tu n'as pas d'emploi, ose créer ton propre emploi, ose être ton propre patron. Et en fait, c'est possible et c'est sans doute plus simple que ce qu'on l'imagine. Et voilà, pour reprendre, je ne vais pas reprendre tous les freins qu'on a abordés, mais c'est vrai qu'il existe des freins et aussi une illégitimité que peuvent sentir parfois ces porteurs de projets. Et l'idée, voilà, c'est qu'on dise que non, finalement, ils sont parfaitement capables de porter un projet d'entreprise et qu'ils peuvent le mener jusqu'au bout. Donc oui, il peut y avoir, je pense, une tendance globale qui va pousser peut-être plus de monde et peut-être les jeunes générations davantage à travailler de leur propre chef. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est toujours très intéressant ce qu'on est en train de vivre. Clara, de la même manière, territoire zéro chômeur, c'est aussi une phrase, enfin un titre assez fort, une marque assez forte pour justement indiquer par l'injonction qu'il faut qu'il y ait zéro chômeur. Donc c'est aussi pour ça que ça a marqué au niveau des médias, parce que ça, on a quand même eu pas mal de petits sujets de reportages. J'ai vu des choses passer quand même sur votre action. Voilà, ça vous parle comment les prochains moments avec justement, allez, zéro chômeur. C'est une volonté forte. Bien sûr que c'est une volonté forte et puis c'est un dispositif, un projet qui ne s'est jamais vu auparavant. Hein. Et cette volonté de zéro chômeur de longue durée sur un territoire, c'est de donner cette possibilité à tout le monde dans une ambition collective d'accéder à l'emploi. Et c'est vraiment ça. Alors comment je vois les 10 prochaines années, je ne sais pas, mais je vous ai posé une colle là. Ce qui serait bien, c'est que c'est qu'il n'y ait plus de problèmes d'accès aux droits et aux services et qu'il y ait une connaissance, une culturation sur tous les dispositifs existants pour toutes les personnes et que personne ne passe à côté d'un service, d'un dispositif qui peut être déployé pour lui et qui lui convient tout à fait et qui pourrait en un seul coup être un tremplin énorme pour un retour vers l'emploi. Ouais, d'une chance, en fait, c'est le mot qui me vient voilà, c'est ça. D'une chance, et c'est ce que vous proposez tous les quatre. On s'en est rendu compte à travers cette heure passée ensemble. Vous proposez une chance de ne pas rester assigné. Et ça, c'est assez important. Et dans l'époque actuelle, mais on a connu des années de crise et de chômage. Donc, c'est aussi intéressant pour soigner l'avenir, le passé et préparer l'avenir. Donc, je suis très contente de ce rendez-vous ensemble. On a fait 7 heures pour essayer d'expliquer à quel point vos actions étaient importantes et surtout pour mieux faire connaissance. Donc, on peut se retrouver dans un prochain rendez-vous et la conclusion pour un mot de conclusion chacun, si vous le voulez, par rapport à ce que vous faites, un souhait que vous avez, et puis ensuite on va pouvoir se dire au revoir. Si vous avez un mot, un souhait, je sais pas. Oui, je vais commencer, puis je laisserai la parole aux autres intervenants. Mais voilà, juste pour dire que remercier aussi, bien sûr, toute l'équipe de Postman qui était mobilisée sur l'organisation de cet événement. Et remercier nos intervenants, Tristan et Clara et Déborah, bien sûr. Et le message que je voudrais faire passer pour conclure cette heure, c'est de dire qu'on a vraiment pour ambition de travailler en bonne intelligence avec d'autres structures qui portent des projets d'insertion. On les a vus, voilà, on les a évoqués à travers le témoignage de Tristan et de Clara. C'est des projets très distincts, mais voilà, qui tendent vers le même objectif. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on n'est pas experts sur tout. Possible on accompagne à l'entrepreneuriat, mais l'insertion, c'est un domaine tellement vaste qu'il faut en fait réussir à travailler en consortium, à se mettre d'accord et à travailler vraiment, à collaborer, voilà, je dirais, pour vraiment mener cet objectif de réinsertion et d'accompagnement, notamment des publics les plus en difficulté. Donc, cet événement, il avait aussi pour objectif de rassembler des structures qui portent ces valeurs et qui portent cette envie d'accompagner ces personnes-là et que, bien sûr, on reste toujours ouvert à une collaboration possible, à des actions communes et à des projets ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas surtout, je fais un peu la promotion, mais je fais un peu la pub, mais n'hésitez pas surtout à venir nous contacter voilà, sur les territoires où on est implanté pour qu'on puisse travailler ensemble. On serait, je pense, ravis de travailler sur ces problématiques-là et de contribuer finalement à aider, accompagner, réinsérer les personnes qui en ont le plus besoin. Voilà. C'est pas de la pub, vous êtes de l'utilité publique, donc c'est très bien. Voilà. Déborah. Merci Yasmina. Oui, alors moi, j'ai essayé aussi de regarder un peu les questions qui étaient posées sur le chat, mais ça va être un petit peu trop long d'y répondre à chaque fois. Juste en une minute, c'est reprendre ce que Vincent a dit. L'importance, on le voit là ici à petite échelle, mais à grande échelle, c'est
c'est de faire connaître tout ce qui existe pour accompagner au mieux les bénéficiaires. Comme le disait Clara tout à l'heure, que dans 10 ans, on ne se dise pas « Ah mince, je ne connaissais pas ce dispositif, si j'avais su, j'avais su ». Donc vraiment, là, le but, c'est de tous faire connaître ce qu'on fait bien et l'essaye de le faire bien ensemble. Voilà. Parfait, très bien. Tristan? Je suis obligé de redire la même chose parce que non, mais j'ai démarré ainsi. Donc, nous dire au revoir, c'est juste un mot pour nous dire. Je vais rester cohérent puisque j'ai démarré en disant que je ne connaissais pas tous ces acteurs, effectivement, l'accompagnement vers l'emploi ou le retour à l'emploi et qu'ils font un travail formidable, qui ne sont pas assez connus. Et dans les vœux de 2021, voilà, j'ai souhaité que ce soit l'année de la mise en lumière de tous ces acteurs, à la fois pour eux, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas tout le travail qu'ils ont fait, y compris dans la période de la crise actuelle, hein, parce qu'on ne pense pas toujours à ce type d'accompagnement vers les personnes les plus fragiles. Et puis, voilà, une fois de plus, vers les bénéficiaires, parce que nous, on a, dans l'action sociale Agir Carco, on a un problème d'accès aux droits, hein, par souvent méconnaissance, justement, des droits et des accompagnements qui sont possibles. Il faut vraiment qu'on fasse l'explication et la promotion et de la pédagogie pour montrer toute la richesse de ces dispositifs qui viennent vraiment en complément du service public de l'emploi. Il n'y a pas du tout de concurrence avec. Et ça, c'est notre rôle aussi. Et on essaye avec nos partenaires, voilà, demain de faire des outils aussi, peut-être à travers un site internet qui va montrer tout ce nuancier de solutions, des plaquettes et autres, voilà, et ça, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, je crois que je n'ai pas répondu, c'est qu'est-ce qu'on finance? On finance bien entendu les actions des partenaires, mais on finance de plus en plus aussi cette mise en dynamique collective et cette valorisation pour qu'on sache mieux ce qu'ils font, comment ils le font et qui peut bénéficier de leur soutien. Bah, parfait, vous avez dit plein de trucs, même la création d'un site internet, génial. Clara, et ensuite on va pouvoir se dire au revoir. Oui, alors comme mot de la fin, je dirais que l'entrepreneuriat, on le voit, il est possible, l'entrepreneuriat et le retour à l'emploi, l'entrepreneuriat comme solution de retour à l'emploi, il est à plusieurs niveaux et là on l'a vu, il est individuel, il est collectif, du moment qu'il est porté par les bons acteurs et qu'il y a un accompagnement serein et actif, on voit qu'il y a énormément de possibilités. Et donc, on l'a vu au travers de ce webinaire et c'est très enrichissant. Je reviens juste sur une question que j'ai identifiée pour moi dans oui, sur la municipalité. De Monsieur Menant. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je réponds rapidement pour dire à ce monsieur qu'il peut retrouver les territoires expérimentaux sur le site internet de l'association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée que j'invite à consulter. Et une municipalité peut tout à fait porter la démarche Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Je parlais tout à l'heure d'une mobilisation des acteurs, différents acteurs du territoire. Bien sûr que la municipalité est un acteur vraiment identifiable et fort pour porter le projet. Et dans les projets émergents, il y en a 156 actuellement sur l'ensemble du territoire national. Et donc, dans ces 156 projets émergents, il y a beaucoup de municipalités qui portent les projets. Et le mieux, bien sûr, c'est quand il y a une personne qui est détachée et qui peut faire de l'ingénierie de projet, qui est détachée sur l'ingénierie de projet par la municipalité. Ça, c'est un projet qui va fonctionner et qui pourra potentiellement être habilité. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question, monsieur. À monsieur Menant. Parfait. Voilà. Eh ben, très bien. Je vous remercie beaucoup pour cette heure passée. Et continuons, c'est très positif et ça donne de l'espoir voilà, en dehors de ce que nous vivons en ce moment. Au contraire, voilà, crise, encore une fois, égale opportunité. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.